camarade secrétaire général du parti, camarade membre du CSP, vice-président exécutif, secrétaire général adjoint, SNT, fédéraux, les membres des structures du parti, chers amis de la presse, chers amis les journalistes, à la suite d'Edouard, je voudrais vous dire merci pour votre grande sollicitude à nos égards. Chaque fois que nous vous appelons, même dans les conditions difficiles, vous faites acte de présence. Merci beaucoup. Je voudrais saluer la présence d'un ami, camarade qui est venu nous soutenir, Bakayoko, qui a été candidat malheureux dans le nord là-bas, chez les Maou. Et je crois que le PEC, il faut travailler pour en faire un militant actif, quoi. Tout à l'heure, il faudrait son numéro pour en faire un militant actif. Merci d'être venu. Chers amis, je voudrais vous dire que le sujet sur lequel nous allons vous entretenir est un sujet qui préoccupe toute la classe politique, mais de façon générale, tous les Ivoiriens. Sauf, bien sûr, les RHDP. Sauf les RHDP. Et comme cela nous préoccupe, il était bon que nous prenions le temps pour vous donner un certain nombre d'informations, des précisions qui justifient pourquoi nous avons perdu toute confiance à la CEI. Quand je dis nous, c'est-à-dire le PPACI, et d'ailleurs la grande majorité des partis de l'opposition. En tout cas, ceux qui se disent vraiment partis de l'opposition. Alors, les sujets que nous allons débattre vont s'articuler autour de 3 points essentiels. Premièrement, de la fiabilité de la liste électorale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, de la faiblesse dans l'organisation et l'administration du contentieux. Et le dernier point, c'est la question non négociable et hautement conflictuelle de l'absence du nom de son excellence le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Voici les 3 points sur lesquels nous allons vous entretenir, mais qui sont liés justement au contexte du contentieux électoral. De la fiabilité de la liste électorale produite par la CEI. La liste électorale, c'est un rôle nominatif. C'est rien d'autre qu'un rôle nominatif qui permet d'identifier les personnes qui doivent participer au vote. Et comme tel, venez. Après, ils sont quoi, hein? On peut aller? Merci beaucoup. Et comme rôle nominatif, c'est le document de base qui fiabilise une élection, au moins. Et son élaboration doit pouvoir bénéficier du consensus, du moins d'un minimum de consensus de la part des compétiteurs. Donc les partis politiques et les éventuels candidats. Mais il se trouve que la liste électorale qui vient de se produire par la CEI marque le louvoiement de la CEI à ses propres compétences. Ça, c'est la première caractéristique. Et puis, elle marque également le refus de la CEI de donner à la Côte d'Ivoire un document électoral qui nous préserve des troubles et qui sauvegarde la paix sociale. En quoi la CEI le voit avec ses propres compétences?
Chaque fois qu'on doit faire des élections en Côte d'Ivoire, quand on commence, l'artiste le plus en vue de la Côte d'Ivoire devient le président de la CEI. C'est véritablement un activisme publicitaire que personne ne comprend. Mais ce faisant, il confirme qu'il y a un problème. Parce que si tu es content de ton travail, si le travail ne fait pas l'objet de doute, pourquoi tu vas passer tout ton temps à te défendre? Tu n'es pas en compte. La publicité, c'est quand tu es en compétition avec quelqu'un. Mais tu es seul, tu es le seul organe. Tu fais ta propre publicité, tu la fais pourquoi? C'est les Ivoiriens qui disent que le sucre est serein. Le sucre ne fait pas sa publicité. Les publicités. Cube Magie fait publicité parce qu'il y a d'autres Cube Magie. Mais le sucre a son goût unique. Le sucre n'a pas besoin de faire publicité ou le sel. Mais la CEI, pas tout son temps, c'est justifié. Et ce qui est malheureux, c'est que plus il parle, plus il sème la confusion dans notre esprit. Et c'est ce que nous observons actuellement. Vous nous produisez une LE, la liste électorale LEP, la liste électorale provisoire, qui présente des incohérences, des faiblesses tellement énormes que logiquement, moi, j'aurais été à la place de la CEI, j'allais me cacher pour dire, attendez, il faut que je rentre d'abord pour remettre de l'ordre dans cette affaire avant de ressortir. Parce que comment tu peux expliquer aux Ivoiriens qu'il y a 6 millions de personnes sur les 8 700 000 électeurs, soit 69%, ne remplissent pas les conditions d'être sur la liste électorale. Les conditions qui sont fixées par la loi elle-même. Les Ivoiriens veulent aller à la paix. Ce n'est pas parce que vous allez venir dire ce qui n'est pas vrai que vous allez les rassurer. La dernière fois, la présidente de la HDC, sentinelle anti-fraude de notre parti, a fait une vidéo qui est devenue virale. Elle a révélé tellement d'irrégularités que j'ai un ami qui m'a appelé d'un pays. Il dit, ah, donc chez vous là, c'est possible que qu'un enfant naisse avant son papa. Il dit oui, depuis 2011, oui, en Côte d'Ivoire, ça se voit. Et ce qui est malheureux, c'est cette addiction à la négation des évidences. C'est-à-dire, la CEI, elle est addictive à la négation des évidences. Ce qui est visible, nous tous on voit là. Ils veulent que nous, on soit d'accord avec eux. Qu'ils puissent avoir des électeurs qui n'ont ni papa ni maman. Qu'ils puissent avoir des électeurs dont le papa et la maman forment une seule personne. C'est le même nom. Papa s'appelle Koné Katina, maman s'appelle Koné Katina. Qu'il puisse avoir une liste électorale sur laquelle figurent des enfants plus âgés que leur papa et leur maman. Qu'on accepte, nous, que cette liste-là, elle est fiable lorsqu'elle contient des personnes ouvertement décédées, c'est-à-dire notoirement décédées, c'est-à-dire connues comme telles. Et pourtant, la loi donne un pouvoir énorme à la CEI. Pour peu qu'elle accepte de jouer ce rôle-là.
pour peu qu'elle quitte le militantisme pro-RHDP pour devenir une structure effectivement indépendante. Que dit la loi? Le président de la République, il dit la Constitution, c'est lui qui a écrit, donc il la connaît mieux. La loi 2011, c'est nous qui l'avons, 2001, c'est nous qui l'avons écrit, donc nous on la connaît mieux. Que dit la loi? Les articles 3 et 4 de la loi 2001-642 du 9 octobre 2001 portant composition et organisation et fonctionnement de la CEI est clair. On leur donne plein de pouvoirs. Non seulement ils ont le pouvoir textuel, mais on leur donne le pouvoir financier. Que dit l'article 3? La CEI veille à l'application du code électoral et des textes subséquents, aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les membres de la société civile et les candidats et les électeurs. En cas de non-respect par une autorité administrative des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections, la CEI l'invite à s'y conformer. Le cas échéant, la CEI doit saisir les autorités hiérarchiques ou les juridictions compétentes pour statuer sans délai. Lorsque la violation des dispositions légales est le fait des partis politiques, des candidats et des électeurs, la CEI doit les rappeler à l'ordre ou saisir soit les autorités administratives, soit les autorités judiciaires compétentes qui statuent sans délai. C'est-à-dire que dans son domaine, dans l'organisation des élections, la CEI elle subjugue, c'est-à-dire elle domine toutes les instances de l'État. Non seulement elle contraint, elle peut contraindre les autorités administratives, mais elle met en mouvement les autorités judiciaires pour statuer sur ces cas. Qui a tant de pouvoir? L'article 4 ne dit pas autre chose. Lui, il va plus loin pour dire ceci. Dans l'exercice de leurs attributions, la CEI a accès à toutes les sources d'informations relatives au processus électoral et aux médias publics. Je crois qu'ils ont compris un seul élément, les médias publics. De cet article-là, ils n'ont retenu qu'une seule chose, les médias publics. Mais on dit toutes les sources d'information. Les autorités administratives sont tenues de lui fournir tous les renseignements et lui communiquer tous les documents relatifs aux élections dont elle peut, dont elle peut avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. En cas de non-respect par une autorité administrative des dispositions susmentionnées, la CEI l'invite à s'y conformer. Le cas échéant, la CEI doit saisir les autorités hiérarchiques ou les autorités judiciaires compétentes qui statuent sans délai. C'est-à-dire, la CEI peut demander à n'importe quelle autorité, j'ai besoin de telle information. Donc, tout pouvoir, pour reprendre les expressions de bibliques, ont été remis dans les mains de la CEI. Mais pourquoi on lui a remis ça? Mais parce que dans la réalité, la CEI a un devoir de résultat. Elle n'a pas seulement un devoir de moyens, c'est un devoir de résultat. On ne peut pas avoir autant de moyens et nous faire sortir une liste électorale de cette façon-là. Donc, ce ne sont pas les discours, les batailles médiatiques qui changeront quelque chose. La loi est là, on donne tout pouvoir. C'est-à-dire la CEI elle-même, elle doit veiller au respect de sa propre loi. Là où elle a des problèmes.
Mais quand on a ça, et qu'on voit les déphasages, et c'est le petit sous-titre du premier point, qui existent entre les moyens juridiques et financiers dont dispose la CEI et les résultats, on est obligé de s'interroger. Selon notre sentinelle anti-fraude électorale, nous dénommons plus de 6 millions de personnes qui ne remplissent pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale. Un nombre impressionnant de centenaires. Ils sont 2000 à avoir plus de 160 ans sur la liste électorale. Et mon arrière-grand-père, s'il était vivant, il serait encore candidat. Il pouvait aller voter. Des personnes qui décident véritablement toute la science biologique et naturelle, professeur, c'est vous qui étudiez ces choses-là, hein, capables d'ovuler même après la ménopause. Et on dit on n'a qu'à accepter ça. Des personnes qui sont à la fois, qui détiennent à la fois la carte, qui sont sur la liste électorale et qui détiennent à la fois la carte consulaire de leur pays d'origine. Je vous ai parlé de cas des primogénitures des enfants par rapport à leur papa. C'est-à-dire enfants nés avant ses parents. Mais ça là, on ne peut pas applaudir la CEI parce que la loi sur le portant code électoral, en son article 7, dit ceci. Et c'est d'interprétation stricte, c'est-à-dire la CEI ne peut pas choisir dedans. La liste électorale contient des éléments d'identification des électeurs, à savoir, on n'a pas dit qu'elle peut contenir, elle dit qu'elle contient, c'est impératif, c'est net. Le numéro d'ordre, le numéro d'enregistrement unique, les noms et prénoms, la date et lieu de naissance, le sexe, la profession, le domicile, nom et prénom du père, nom et prénom de la mère, date de lieu de naissance du père, date de lieu de naissance de la mère et des empreintes digitales. Voici les prescriptions de la loi. C'est-à-dire, quiconque ne remplit pas ces conditions-là, une seule de ces conditions sont des conditions cumulatives, elles ne sont pas alternatives, c'est-à-dire on ne choisit pas dedans, ne peut pas figurer sur la liste électorale. À certains égards, elle peut paraître même unique à l'endroit de certains de nos compatriotes. Je parle des personnes qui sont amputées des bras, qui ne peuvent pas faire l'empreinte digitale. Mais on s'en tient à cette loi-là, c'est-à-dire qu'elles sont privées du droit de vote. C'est unique, mais c'est la loi. En tout cas, j'ai parcouru tout, il n'y a pas de cas d'exception prévu à cet effet. Peut-être c'est des corrections qu'on verra quand on va prendre le pouvoir, mais pour le moment là, voici ce que la loi dit. Donc, si vous nous faites sortir une liste à 6 millions de personnes qui ne remplissent pas ces éléments de l'article 7, c'est normal que nous disions que le travail est mal fait. C'est normal. Quand on a 27 milliards de dotations budgétaires, on ne peut pas nous fournir ce genre de choses. Et l'article 7 est d'autant plus important que eux-mêmes, le RHDP, qui a changé 7 fois la loi électorale. Il y a 7 modifications du code électoral depuis qu'ils sont là. 7 fois. Et quand ils dorment un matin, se lèvent, il faut assouvir leur fantasme. Et pour assouvir leur fantasme, on va changer la loi électorale. 7 fois. 2012, la loi 2012-1130 du 13 décembre 2012, et la même année, 2012-1193 du 27 décembre 2012, une modification en 2015, la loi 2015-216 du 2 avril 2015,
Une modification en 2016, la loi numéro 2016-840 du 18 octobre 2016, et deux ordonnances, 2018-939 du 18 décembre 2018, 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral, et en 2023, une ordonnance qui a été prise, l'ordonnance 2023-672 du 12 juillet 2023, instituant des dispositions dérogatoires au code électoral. Donc, 7 fois, ils ont changé le code, modifié la loi électorale. Ils n'ont pas touché à l'article 7. Mais ça veut dire qu'ils correspondent à leur fantasme. Puis chaque modification correspond à quelque chose qu'ils veulent. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas respecter ça. Je ne parle pas des gens décédés, je ne parle même pas des étrangers, parce que, bon, la loi est claire là-dessus, on ne va pas revenir là-dessus. Mais, quand on introduit la série, elle dit non, c'est pas grave. Ces faiblesses sont tellement invariables, sont tellement minimes que ça ne touche pas à la fiabilité de la thèse. C'est comme si moi j'écrivais ma thèse, j'ai fini d'écrire ma thèse, je la lis et puis je m'assois, je dis oui, moi-même, je dis mention extraordinaire parce que ce n'est pas le jury, la CEI n'est pas le jury. Ton travail là, c'est le peuple, c'est les partis politiques, ce sont les candidats qui apprécient ton travail. On dit c'est pas bon. Toi tu t'assois, dis non, c'est que vous dites c'est pas bon là, pour moi c'est bon. Mais c'est pas ton opinion ne compte pas. C'est qu'on ne comprend pas son activisme, leur activisme médiatique. Ce n'est pas bon, c'est pas bon. Ça ne répond pas à la loi. 6 millions de personnes, si ça fait 69%, tu dis c'est minime. Bon, l'excellence c'est quand alors? Vous avez entendu la créature du préfet de l'ancien préfet de la ville d'Abidjan. Toute sa ville a voté à Marcory. Maintenant, on l'a envoyé chez les Blancs. On dit quelque part dans un village vers Oumé. Il ne connaît pas le village. Mais lui, on le connaît. Mais imagine les milliers de personnes d'autres. Qui entendra leur cri? En plus de cela, il y a le contentieux qui est volontairement biaisé. Le contentieux est volontairement biaisé. Parce que la CEI a mis 2 types d'obstacles. Le premier obstacle concerne la restriction du nombre de bureaux devant lesquels on doit porter le contentieux. Je vous donne un exemple. À Cocody, il y avait 598 bureaux de vote pour les élections, les dernières élections. Pour le contentieux, il y a 7 bureaux qui sont ouverts. Seulement 7. Est-ce que la meilleure façon de dissuader les personnes à aller contester ou alors aller contester ou du moins faire des réclamations? 2 lieux de vote, 2 lieux de contentieux et pour 7 bureaux. Vous imaginez, je suis à Tipa et puis j'ai un contentieux, mon nom est mal écrit. On me dit qu'il faut que j'aille à Afridou, Gagnoua là-bas quelque part. Ou bien il faut que j'aille, je ne sais pas, quelque part à... Et puis, mais j'ai dit, bon, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Or, le contentieux est fait pour expurger cette liste-là de toutes ces scories, de toutes ces impuretés. Vous fermez ça. Ça, ce sont les obstacles qui ont créé comme ça.
ça pour préserver les 27 milliards. Mais en plus, il y a les obstacles que nous appelons, je peux appeler les obstacles proto-juridiques. C'est-à-dire proto-juridiques, c'est-à-dire que ce n'est même pas encore du droit. Des obstacles proto-juridiques. Et l'exemple, c'est la situation des décédés. En prévision de... Quoi, le PEX a donné des instructions, vous avez donné des instructions aux fédérations pour faire un travail là-dessus. Donc, j'ai appelé le fédéral de chez moi. Et le fédéral, où en êtes-vous les instructions que le PEX vous a données? Il dit, on a trouvé 111 cas de décès. On allait témoigner, voir les chefs du village, ils ont témoigné, les parents ont témoigné. On envoie la CEI. La CEI dit, il faut qu'on ait un certificat de décès pour chacun d'eux. Donc, je me suis amusé à aller faire des recherches pour savoir combien de décès sont déclarés en Côte d'Ivoire. Je suis allé dans les archives du ministère de l'Intérieur, qui a un rapport en 2023. Écoutez très bien ce qui va sortir. Dans ce rapport, il y a un annuaire qui s'appelle l'annuaire statistique de l'État civil, édition 2019-2023. En 2019, il y a eu 260 131 décès en Côte d'Ivoire. Seulement 51 809 ont été déclarés. Donc 208 622 n'ont pas été déclarés. Taux de déclaration 19,8%. 2020, 263 042 décès. Ce ne sont pas nos chiffres, ce ne sont pas les chiffres qui sortent du laboratoire du secrétaire général du PPACI, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez aller sur le site du ministère de l'Intérieur et vous allez voir ces chiffres-là. 263 042 décès. Seulement 53 626 ont été, 685 ont été déclarés. Taux de déclaration 20%. 2021, 266 173, 55 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Au total, sur ces 4 années, ces 5 années, il y a eu 1 331 012 décès. Seulement 282 697 ont été déclarés. 1 48 315 n'ont pas été déclarés, dont 21,23%. Donc, les 79% qui restent là, c'est à eux, on demande nos militants d'aller chercher acte de décès là-dessus. Soyez sérieux. Soyez sérieux. La loi dit que vous pouvez vous inspirer de toutes les sources d'information. Mais les chefs de village, là, ils font partie de l'administration. Pourquoi vous refusez de prendre les témoignages en compte si vous n'avez pas un intérêt caché à ça? Ce sont les auxiliaires de la... On les appelle les auxiliaires, monsieur le préfet. C'est comme ça que vous les appelez, les auxiliaires du corps préfectoral. Ils sont nommés par arrêté pour gérer un village qui est la circonscription, qui est la base, la circonscription territoriale de base de notre pays. Ils vous disent, y compris témoigner des parents, hein, que oui, telle personne décédée chez moi. On dit non, non, il faut envoyer cette carte de décès. Mais lui-même qui t'a dit ça, lui n'a même pas de certificat de date de naissance. Et tu dis, lui qui est vivant n'a même pas de papier pour lui, sur lui-même, il n'a qu'à chercher de papier pour celui qui est mort. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Et quand on fait l'extrapolation, on se trouve sur 300 000 personnes qui sont encore sur cette liste-là, sur la base des calculs que nous avons faits. C'est suffisant pour balancer un vote dans le sens d'un autre ou dans un sens, dans une élection serrée. C'est largement suffisant.
Ça fait 4% de la population électorale, c'est largement suffisant. Donc on ne peut pas me dire que c'est minime. Je voulais dire aux responsables de la CEI qu'il y a encore, là seulement qu'à peine 21% des décès qui sont déclarés, selon le ministère de l'Intérieur. Donc un décès sur 5 seulement est déclaré en Côte d'Ivoire. En plus, la jurisprudence, la CEI a sa propre jurisprudence. On va revenir sur cette jurisprudence-là. La notoriété publique, qui est devenue source de droit. Et je suis bien à l'aise parce que la première personne qui a bénéficié, qui en a souffert, c'est moi, efficace. Je vous le rappelle ici, qu'on était candidat en 2021. C'est le LG qui en son temps qui pilotait ces questions, il n'était pas encore LG. C'est eux qui sont allés déposer nos documents. On a donné ce certificat de résidence et juridiquement fondé. Il dit non. C'est notoirement connu que Picasso et moi, nous sommes des exilés, donc nous ne sommes pas ici. On nous a refusé. On a saisi le Conseil constitutionnel. C'est comme si tu prends... Ils ont confirmé. Donc, il y a une jurisprudence pour ça. Ça veut dire que la clameur publique, la notoriété maintenant est une source de droit pour la CEI. Donc, à partir du moment où tu fais quoi? Quelqu'un dit, dans un village entier, il est mort. Dis-toi, tu ne veux pas. Quelqu'un dit, là, il est étranger. Dis-toi, tu ne veux pas. Tu les menaces même que d'ailleurs, tu vas les poursuivre. Mais c'est quoi ce jeu-là? C'est quoi ce jeu? Et pour fermer le contentieux à double tour, hier, la CEI a fait un communiqué pour dire que eux, là, leur siège, là, ce n'est pas un centre de contentieux. Donc, nos 6 millions de personnes qu'on a recensées là, il faut qu'on se promène dans chaque... où ils votent, dans chaque lieu de leur contentieux, où il y a le contentieux, pour aller remplir 6 millions de fiches, leur déposer, et puis ils vont statuer là-dessus. Donc, ils ne prennent pas en compte tout ce qui est fait de façon synthétique. C'est le dernier tour de clé pour fermer de façon hermétique le contentieux. Mais pourquoi la CEI fait ça? Et c'est pourquoi nous disons voyez-vous, un ancien de nous disait qu'un village, il n'y a pas de mauvaise foi que d'inviter quelqu'un, un manchot, à un repas, qui ne se mange qu'avec les doigts. Il n'en a pas. C'est ce qu'on nous demande de faire. Tu manges un manchot, tu dis viens on mange le riz, mais on le mange avec la main. Il fait comment? Tu ne l'as pas invité. C'est exactement ce que la CEI fait. On noue un contentieux, mais pour la forme, c'est du formalisme pur, mais on ne veut pas qu'il y ait de succès là-dessus. C'est pourquoi le PPACI et l'ensemble de l'opposition demandent tout simplement que cette CEI-là soit dissoute. C'est ça qui justifie notre... On a tellement d'arguments. Ça là, c'est suffisant pour que vous donnez du poids à notre requête en dissolution de cette CEI-là. Surtout que, non seulement vous bâclez l'enrôlement, vous biaisez le contentieux, et vous refusez une nouvelle révision de la liste électorale conformément à la loi. Ce qui est prévu par l'article 6 de la loi électorale. Et on vous demande, vous avez des arguments. Il y a un qui dit que non,
qu'eux se sont réunis entre eux, tous les partis, compris tous les représentants, les membres, pour décider que eux, là, c'est chaque 2 ans ils font la liste électorale. La révision de la liste électorale. La loi leur dit de faire chaque année et ils disent que ce sont en proconsul. Des vrais proconsuls, c'est-à-dire ils se sont assis, ils disent, vous, ce que vous avez écrit, ça ne nous concerne pas. Moi, avec mes collègues proconsuls, on a notre loi, nous. On vous impose la révision à 2 ans. Je crois qu'il y a un empire romain pour RHDP qui est né à Gué. Ça n'a aucun sens. Hein? Mais c'est incroyable. Non, on s'est convenu que... Mais nulle part, la loi ne vous donne compétence pour légiférer ou en tout cas déroger à la loi telle que, aux dispositions qui s'imposent en ce qui concerne la révision de la liste électorale. Nulle part. C'est une voie de fait. Mais le président de la CEI, lui, il va plus loin. Interrogé par un journaliste, André Sylvain Conan, sur une des chaînes là, il dit non, que c'est une application intelligente de la loi. Et le monsieur lui dit, mais dites-vous, c'est pas compliqué, il dit que vous violez la loi. Il dit non, que c'est comme si le juge, selon son intime conviction. Quand j'ai écouté, j'ai dit, ah, monsieur le haut magistrat, l'intime conviction là, concerne l'appréciation des faits. Vous qui accusez Kone Katina d'avoir braqué la BCAO, le juge regarde et dit, mon intime conviction dit c'est pas vrai. Mais l'intime conviction n'a rien à voir avec la loi. Donc quand un magistrat dit ça là, c'est qu'il a un problème. Je lui concède quand même qu'il a fait des études de droit, qu'il allait à l'université, qu'il est magistrat ou magistrat, donc il a des compétences. Mais il a quel problème alors? Le militantisme. Le militantisme. Sinon le président ne peut pas dire ça. Que c'est de leur intime conviction. Mais ça n'a aucun sens ça. Quand vous voyez quelqu'un d'intelligent se comporter de façon bizarre, il y a quelque chose qui les tient. Et ce qui les tient, c'est le pacte pour RHDP qui fait que le président de la CEI et les membres de la CEI sont devenus des auxiliaires, c'est une quasi-délégation du RHDP. La CEI est une quasi-délégation du RHDP. C'est pourquoi les deux ont signé un pacte anti-Babo. Et c'est le troisième point. Un pacte anti-Babo a été signé entre la CEI et le RHDP. Mais qui procède d'une haine viscérale, parce que la question, parce qu'elle a dépassé les rapports humains, les rapports institutionnels. Ça devient une affaire d'obsession, d'une haine viscérale. Parce que c'est la haine, ou en tout cas un sentiment de ces gens qui fait qu'on est irrationnel dans nos façons de faire. Du président Laurent Gbagbo. Mais pourtant, sous quelques angles qu'on regarde la question, et cette question-là, pourquoi nous ne laisserons pas faire? Et quand nous le disons avec conviction. Nous sommes un parti civilisé. Nous avons à la tête de notre parti quelqu'un qui a pu refuser la violence comme méthode politique. Il en a souffert. Parce que il n'a connu que des adversaires, en tout cas ces derniers temps, hautement violents. Mais il est resté égal à lui-même. Mais attention. Mais attention.
Attention. Cette position, la CEI est fortement illégale vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Le fait que le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la CEI, elle est illégale. Et nous allons vous le prouver que ce n'est pas possible et ce n'est pas juste. La première illégalité procède du mépris volontaire de la CEI sur la procédure du contentieux. Et la deuxième illégalité procède de la soumission de la CEI elle-même au RHDP. Écoutons très bien, et je vais prendre un peu mon temps pour expliquer, parce que très souvent on entend les gens dire, mais le président, pourquoi vous ne portez pas l'affaire devant les juridictions, ainsi de suite. On va vous donner les éléments de droit. Et vous allez vous comprendre que ce n'est même pas envisageable. Et on va vous expliquer. Plus d'une fois, nous avons soulevé l'insoutenabilité de la position de la CEI vis-à-vis de la question du président Laurent Gbagbo. Mais pour mieux comprendre ça, il faut aller à l'article 12 de la procédure, de la loi qui traite de la procédure du contentieux. C'est le seul article d'ailleurs qui parle du contentieux dans la loi électorale. Mais pour comprendre l'article 12, il faut aller à l'article 5, premièrement, qui dit ceci. La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur la liste électorale. Cette inscription est de droit. Ça veut dire quoi? Que n'importe quelle personne se lève sans moi s'inscrire sur la liste électorale. C'est son droit. C'est son droit le plus absolu. C'est du droit. Et cette phrase, elle a tout son sens parce que quand dans l'article 12, on va comprendre. Donc, chacun de nous dispose d'un droit primaire d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Or, le président Laurent Gbagbo s'est inscrit sur la liste électorale en 2022. Il a exercé son droit primaire. Il s'ensuit que nul ne pouvait empêcher a priori l'apparition de son nom sur la liste électorale provisoire. A priori. Avant le contentieux. Il n'y a que un seul cas prévu par l'article 9 qui autorise la CEI à procéder a priori à la radiation. Il s'agit des personnes qui sont inscrites dans une circonscription électorale qui n'est pas la leur, dans laquelle ils ne sont ni résidents, ils ne paient pas les impôts. Et l'article 9 dit que la CEI peut radier ça. Et cet article 9 vient avant le contentieux. Donc c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le cadre du contentieux. L'article. Mais quand on arrive au contentieux prévu par l'article 12, les dispositions sont claires. Que dit l'article 12? Tout électeur inscrit sur la liste électorale, la circonscription peut réclamer l'inscription d'une tierce personne. Toute personne inscrite sur la liste électorale de la circonscription peut réclamer l'inscription d'une personne omise. Ça veut dire que pour exercer le droit de recours contentieux, il faut être sur la liste électorale. Puis c'est la condition qui fait de toi un électeur. Ça veut dire quoi? Que si vous dites à quelqu'un ne t'inscris pas, vous lui enlevez même le droit de contester sa propre mission, puisqu'il n'est plus électeur. C'est un raisonnement vraiment très cohérent et l'article 12 est très bien écrit et très bien compréhensible pour ceux qui ont la lucidité et qui ne sont pas gagnés par autre chose que le militantisme. Allons-y plus loin. Tout électeur a le droit de réclamer la radiation d'une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d'électeur
de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l'autorité compétente ou d'une personne indûment inscrite. Plus loin, ces mêmes droits peuvent être exercés par chacun des membres de la commission chargée des élections. C'est-à-dire que chacun des membres de la commission peut exercer ce droit-là, de dire je formule une réclamation. Mais en même temps, la loi dit les demandes émanant des tiers, c'est-à-dire qui ne demandent pas de celui qui est l'auteur, ne peuvent avoir pour objet que les inscriptions ou les radiations éventuelles et doivent préciser le nom de chacun de ceux dont l'inscription ou la radiation est réclamée. La réclamation écrite et motivée est adressée. La réclamation écrite et motivée est adressée alors à la commission chargée des élections. Ça veut dire quoi? Que les membres de la CEI qui veulent radier le nom de Koné Katina sur la liste électorale, qui conteste, doivent écrire à la commission pour dire je conteste ça. La décision de la commission chargée des élections est susceptible de recours devant le président du tribunal compétent pour 3 jours, ainsi de suite. La charge de la preuve incombe au demandeur. Donc, le seul cas de contentieux qui se pose, c'est que la CEI ne peut pas exercer, radier a priori avant le contentieux une personne qui s'inscrit sur la liste électorale. Voilà ce que l'article 12 le dit. Voici ce que l'article 12 dit. Sinon on comprendrait mal dans quel pays on serait où quelqu'un à qui on fait un tort, on l'empêche d'exercer de recours contre le tort, puisque pour exercer le recours, il faut être sur la liste électorale provisoire, pour avoir la qualité d'électeur. Ça veut dire que quand vous empêchez la personne d'être sur la liste électorale, vous l'empêchez définitivement d'exercer un recours, même juridictionnel. Parce que pour exercer le recours juridictionnel, il faut exercer le recours préalable devant la CEI. Et c'est quand elle refuse que tu saisis le juge. Or, pour saisir la CEI, il faut être électeur. Donc, il faut être sur la liste électorale. Provisoire sur la liste électorale. Donc, en empêchant le président Laurent Gbagbo d'être sur la liste électorale, la CEI n'a fait que des voies de fait. Ça ne repose sur rien du tout. La démarche aurait voulu que la liste électorale soit publiée avec le nom du président Laurent Gbagbo, et que maintenant quelqu'un de la cour de moi, n'importe qui, c'est là pour dire je conteste, et il remplit les éléments là qu'il faut. Voilà du contentieux. C'est une voie de fait. Et donc, même la loi fait la part entre les membres de la commission et la commission. C'est-à-dire, quand le membre de la commission veut soulever ça, il doit se conformer à l'écriture de l'article 12. Et il n'y a pas de dérogation possible. La loi n'a pas prévu de dérogation. C'est le militantisme pro-RHDP de la CEI qui fait ça. Et c'est le même militantisme qui justifie que la CEI refuse d'appliquer une disposition de la loi de la Cour africaine des droits de l'homme. Sur cette question, on ne va pas trop, on l'a suffisamment démontré. J'ai encore entendu, pas longtemps, le président de la CEI dire non, que lui, on ne l'a pas signé, on n'a pas saisi d'une quelconque demande, enfin, d'une décision, quelconque décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Quand je l'ai écouté, je dis bon, vraiment, moi j'ai un problème quand même dans ce pays-là. Nul n'a besoin d'informer Cuibert sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Nul. C'est
à partir du moment où nous l'avons ratifié, cette juridiction fait partie du corps des juridictions internes. Un point intérêt. Et comme la notoriété est devenue une source de droit, reconnue à la CEI, source de droit, reconnue à la CEI d'information, reconnue à la CEI, peut-être la CEI est la seule personne qui ne sait pas que la Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision demandant l'inscription du président Laurent Gbagbo. Seul le président de la CEI ne croit pas à l'indépendance de sa Cour. Nous-mêmes, on croit à ça. C'est tellement évident que le président de la CEI lui-même, un matin, peut dire quelque chose à Guiglo le matin, et puis à midi, son collaborateur le contredit ici. En 2022, 23, pendant les élections municipales, la CEI fait sortir la liste des frontières des communes, des partis. Le soir, le ministère de l'Intérieur dit c'est pas ça, la CEI revient là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus indépendant que ça? C'est l'indépendance qui est là. Elle est tellement indépendante qu'on pense peut-être que si on confiait l'organisation des élections à la délégation du RHDP d'Abobo, les choses seraient plus claires pour tout le monde. Non, mais c'est sérieux. Au moins, on sait que les choses sont claires pour tout le monde. Et elles seraient compréhensibles. Au total, et ce sera le mot de fin, le RHDP est en tandem avec la CEI pour effectuer un hold-up électoral, au risque même de compromettre la paix sociale. Mais que vaut la paix sociale pour 27 milliards dont on peut gérer sans rendre compte? Le RHDP, donc, fort du soutien conditionnel des appareils de répression de l'État qu'il a privatisé à son profit, de ces supplétifs clandestins des bacs à verre qu'on n'a jamais retrouvés depuis 2020, des coupeurs de tendons humains, experts en supplice antemortem qui se réclament du RHDP, même si celui-ci refuse avec un peu de pudeur de se reconnaître en lui, ne serait que pour sauver les apparences. Mais le RHDP veut par tous les moyens, et on ne sera pas surpris qu'il puisse prendre des décisions même les plus incongrues pour pouvoir se préserver au pouvoir. Et dans ce rôle, la CEI n'est que l'agent opérateur des ambitions du RHDP. C'est pourquoi le PPACI appelle tous les partis politiques, toutes les personnes élues de justice dans ce pays et tous ceux qui aiment ce pays de s'associer pour demander la dissolution de la CEI. C'est la seule raison possible. Nous demandons encore ici la dissolution de la CEI pour préserver la paix sociale. Ce n'est pas un problème de personne, on retire telle personne, ça ne sert à rien. On dissout la CEI. Pour la remplacer par une structure moins militante. Pour chose, sur la question de la candidature du président Laurent Gbagbo, nous sommes prêts à tous les combats pour ça. Nous sommes prêts à tous les combats pour ça. Notre souhait, c'est que les choses se passent conformément à la loi dans l'intérêt de la vie politique. Parce que c'est une question intransigeante chez nous. Elle est non négociable. Et nous appelons ici les militants du PPACI
a montré cette intransigeance et cette non-négociabilité sur cette question en se rendant massivement à Dabou les 11 et 12 pour dire aux aveugles qui refusent l'évidence, aux sourds qui ne veulent pas entendre raison, que là où ils décideront que nous allions, nous les accompagnerons. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amis de la presse, je pense que le président du CSP, le Tokone Katina, a été suffisamment clair sur le thème choisi aujourd'hui. Il vous appartient maintenant de poser vos questions, celles que vous jugez nécessaires afin qu'il apporte des éléments en plus, tant que vous en avez besoin, et que l'information portée aux populations ivoiriennes soit la plus crédible possible. La question, le micro est à vous. Vous pointez votre organe, vous pointez vous-même, vous posez la question, vous changez sous scène, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Yannick Bayard, pour la voix originale. Monsieur le ministre, j'ai 3 questions pour vous. Mais je souhaiterais aborder un fait que je trouve inquiétant, révélé par un confrère répondant au nom de Yacouba Doumbia, un journaliste au sein d'un journal adossé au RHDP. Ce fait concerne les centenaires dont vous parliez tout à l'heure, les sans filiation et les filiations inconnues. Selon ce confrère, avant le recensement de 2010, pour la présidentielle, une circulaire datant du 21 octobre 2008, signée du Premier ministre d'alors, Guillaume Soro, en accord, selon lui, avec le président Laurent Gbagbo, invitait la CEI à accepter sur la liste ceux qui ignorent la date et les lieux de naissance de leurs géniteurs. La circulaire indique que dans ce cas, il faut marquer la mention inconnue en ce qui concerne le lieu de naissance et puis la date 1850 pour la date. Voici comment il conclut son intervention. Voilà l'origine des centenaires. Le PPACI est dans la manipulation. Ils sont l'instigateur d'un mot grossier que je ne prononcerai pas ici et veulent faire porter le chapeau aux gens. Voici ce qu'il a dit. Alors, première question, monsieur le ministre. Guillaume Soro était Premier ministre, mais le président Laurent Gbagbo, lui, il était le président. Qui a réellement validé cette décision? Première question. Si elle existe. Deuxième, toujours dans la même veine, qui a réellement initié cette procédure et dans quel but? Était-ce une mesure temporaire ou une décision destinée à rester en vigueur? Parce que c'était en 2008 et nous sommes aujourd'hui en 2025. Troisième et dernière question. Le président Laurent Gbagbo, en tant que président à l'époque, était-il au courant de cette circulaire? Merci, monsieur le ministre. Ok, je suis Albert Zaté du site Connexion Ivoirienne. Et concernant le cas Laurent Gbagbo, à la conférence de presse de
ici même du président exécutif Dano Djedje. Il avait dit que toutes les instances du parti allaient se réunir et décider. Bon, jusque-là, il n'y a rien. Nous sommes toujours dans l'entente de cette rencontre-là. Et jusque-là, il n'y a rien. Qu'en est-il? Voilà ma préoccupation. Ok. Bon, Baya, là, vous me donnez un exercice très difficile de spéculer sur un document dont je ne connais ni l'existence, je n'ai pas vu, et qu'il n'y a qu'un seul journaliste sur toute la Côte d'Ivoire qui a connaissance de ça. Bon, au moins qu'on nous l'envoie, pour qu'on sache qu'est-ce qui est écrit dedans, au lieu de nous compter sur les supputations d'un journaliste. Ceci dit, c'est-à-dire, quand on parle des choses sérieuses, puis les gens nous amènent à des débats qui nous paraissent inutiles, à supposer, je dis bien à supposer que cela soit juste. On dit, lui-même selon ce qu'il a dit, cette circulaire, qui du reste n'est qu'une circulaire, qui ne peut en aucun cas remplacer la loi. En droit, la circulaire ne peut pas remplacer la loi, elle est illégale. Ça, c'est la première des choses qu'il veut dire. À supposer qu'elle existe, que cette circulaire existe. Mais on dit la circulaire dit, si je mentionne à vos propos que vous rapportez de notre ami Doumbia, elle dit quoi? Que celui qui dit qu'il ne connaît pas la date de naissance de ses parents et il puisse mettre lieu de naissance et date inconnue. C'était ça. Mais on n'a pas que lui, il ne faut pas qu'il connaisse pas. Il connaît moins le nom de son papa et sa maman. Au moins, lui connaît. Parce que pour dire je ne connais pas sa date de naissance, le lieu, on sait au moins où il est né. Et tu connais son nom. Mais si toi-même tu viens, tu dis tu ne connais pas le nom de ton papa, tu ne connais pas le nom de ta maman. Mais là tu as dépassé la circulaire. Donc, on a des problèmes sérieux, les gens nous ramènent à des petits détails comme ça. Mais on dit de mettre, il faut mettre 1850 pour tes parents. On n'a pas de mettre pour tes parents électeurs. Mais on n'a pas de mettre 1850 pour toi. Puis c'est toi qui es l'électeur. Moi, mon papa est décédé, il n'est plus électeur. Mais si je mets Kone Katina en 1850, ah oui, mais forcément, on va me demander d'où ça sort, monsieur Centenaire. Arrêtez de dire. Faut pas, tu vois, et c'est pourquoi je dis, tout le monde est contre cette liste électorale sauf le RAIDP et ses amis. Mais ça, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. On sait aussi que dans quelles circonstances les élections 2010 ont été organisées. Je suppose, à supposer, ce qui me paraît invraisemblable que le président ait donné son accord, mais c'était pour gérer une situation circonstancielle. Cette circulaire ne peut pas avoir effet de droit ad vitam aeternam. C'est une mauvaise foi qui n'a pas de nom. C'est une mauvaise foi qui n'a pas de nom. Bon, c'est pour tout ça d'ailleurs qu'on dit, bon, Inoka, on va auditer la liste électorale, c'est fini, et ils ne veulent pas. C'est pour tout ça là. Ah, ok, d'abord, c'est nous qui avons demandé qu'on mette les millénaires sur notre liste électorale. On vient dire que ça, là, ça nous pose un problème. On dit auditer pour maintenant, les circonstances exceptionnelles sont finies, et revenons aux choses, vous dites, vous ne voulez pas. C'est que ça vous sert. Sous quelque angle que cette question est considérée, elle est source de fraude, et la fraude là, elle ne sert qu'à une seule personne ici, le RAIDP. Le deuxième point concerne la question de notre ami Zaté. Oui, le texte a dit que les instants du parti se réunissent. Vous savez que le président du parti n'est pas là. Au moins ça on sait. Donc,
Or, il fait partie des instances. Il n'est pas là. Donc, attendez, on comprend l'impatience parce qu'effectivement, devant l'injustice, c'est très difficile de contenir la patience des gens devant l'injustice. On vous comprend. Mais retenez ce que je dis à la fin. La question du président Laurent Gbagbo, là, it's a red line. C'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge. Parce qu'on ne peut pas accepter que notre chef soit le souffre-douleur de M. Ouattara. On ne peut pas accepter ça. Donc, comme nous l'avons dit, nous sommes un parti de... Ça, personne ne peut prendre à défaut sur cette question-là. Attaché à la paix. Mais nous sommes plus attachés à la justice. Et la justice, pour nous, ne se négocie pas. On combat l'injustice. À forte raison quand ça nous concerne, nous, en premier chef. Autre question? Oui. Bonjour, Eddy Bibi, journal L'Inter. Vous demandez la dissolution de la CEI. Maintenant, de façon pratique, comment est-ce que ça doit se faire? Est-ce que c'est par un décret du président, un arrêté du ministre, ou bien c'est par le vote d'une loi à l'Assemblée? Comment est-ce que cette dissolution doit se faire? Et puis, à supposer que la CEI soit dissoute, nous sommes à moins de 7 mois de la présidentielle. Qui va organiser l'élection d'octobre 2025? Bonjour, je suis Elvis Gouza, je travaille pour l'Infodrome. Je n'avais pas prévu parler, puisque Eddy Bibi a ouvert la brèche, je vais continuer. Nous sommes à environ 7 mois de la présidentielle. La CEI est dissoute. Supposons, il y a une nouvelle équipe qui arrive. Certainement qu'elle va vous dire, écoutez, on veut plus de temps. Est-ce que vous êtes pour ou contre aussi un éventuel report de la présidentielle pour continuer la question de Bibi? Merci beaucoup. Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis... Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Selby Landry pour Mediafox Africa. J'ai une question pour la diaspora et puis une deuxième question concernant la candidature du président Laurent Gbagbo. Alors, il y a des militants RHDP qui disent que c'est une manière de vous fatiguer à ce que vous retrouvez un autre candidat. Or, vous persistez que Laurent Gbagbo sera votre candidat. Ça, c'est la première question. Deuxième question pour la diaspora. La diaspora dit, écoutez, la commission électorale a communiqué un numéro sur lequel on pouvait chercher et puis se rendre sur les lieux pour les contentieux. Fort malheureusement, les Ivoiriens se rendent dans ces lieux-là. Ces lieux n'existent pas. Est-ce que vous pouvez vous prononcer là-dessus afin que cette situation puisse être réglée? Merci. Merci beaucoup. Les deux premières questions, notre réponse est, nous pour le moment là, on demande la dissolution de la CEI. Comment ils vont dissoudre? Comment ils vont faire ça? C'est leur problème à eux. Nous là, on veut la dissolution de la CEI. Parce que, écoutez, tout n'est pas d'aller à des élections. Tout n'est pas d'aller à des élections. Si on doit aller à des élections chaque année qui nous causent des morts, peut-être on ne s'en rend pas compte, peut-être, quand on n'a pas perdu qu'un parent proche dans ces conditions-là. À un moment donné, il faut savoir opérer la part des choses entre les choses. Pour le moment, en ce 3 avril 2025, notre demande porte sur la dissolution de la CEI. On envisagera les conséquences après. Je dis, on envisagera les conséquences après. Voilà.
On envisagera les conséquences après. Pour le moment, la position, c'est pas maintenant qu'on a commencé à les demander. Donc la position de nos partis est là. Cette CEI-là, aussi militante qu'elle est, elle va nous conduire à une situation de trouble inexplicable dans ce pays-là, si on ne fait pas attention, si on ne fait pas beaucoup de retenue. Afrique, notre ami de Média Afrique, c'est ça? Bref, okay. Écoute, il y a une question pour nous ici, là, qu'on vous le dira chaque fois qu'on aura l'occasion. Les militants du PPACI se sont ramassés pour aller voir le président Laurent Gbagbo chez lui à la maison. Pour dire, patron, on veut que vous soyez notre candidat. Il a pris le temps de réfléchir, il est venu dire, j'accepte votre requête. Ce n'est pas lui qui a demandé. Donc, nous, notre choix là, il est définitivement fait. Donc, il n'appartient pas au RHDP de décider qui sera notre candidat. Ils n'ont qu'à s'interroger sur le 4e mandat de leur candidat. Ça, c'est leur affaire à eux. Mais pour ce qui nous concerne, c'est eux qui n'ont pas encore de candidat. Nous avons un candidat. Et aucun artifice ne passera pour empêcher notre candidat d'aller à cette élection. Quand nous le disons là, nous le disons avec tout notre sérieux et toute notre détermination. Donc, les plans A à X, Z, Y, ça concerne les rêveurs. Mais nous ne sommes pas des rêveurs au PPACI. Notre choix est définitif, il est fini et il s'opérera et il s'exercera. Voilà notre position. Pour le second point, est-ce que... Bon, ça confirme ce qu'on vient de vous dire. Hein. En fait, la CEI, là, ce sont les fonctionnaires des années 1960. Excusez-moi, hein, s'il y en a parmi vous. J'avais un collaborateur, il vient au travail à 7h30. 7h30, il sera là. Mais à midi, mon bureau était collé à midi, 17h. Quand midi arrive, s'il a écrit T, et puis il a fait le premier trait, et qu'il doit barrer, quand midi arrive, il dépose la clé. Il va revenir à 14h30 pile, il sera au bureau. Il va mettre maintenant le trait du T, il va continuer. À 17h, c'est comme ça qu'il fonctionne. En fait, ils sont dans le formalisme publicitaire, mais pour rien. C'est ce que j'appelle l'activisme publicitaire inutile. Ça n'existe pas. Tout le monde s'en plaint. Mais rassurez-vous, si vous les interrogez, ils vont trouver tous les arguments pour dire que c'est juste ce qu'ils font. Et que c'est bon. Et que d'ailleurs, ce tracé n'est pas allé au bon endroit. Sinon, leur endroit vous indique que ça marche. Ils sont les seuls à vous dire ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça apporte du crédit à ce que nous disons. Ces CEI n'est pas à la hauteur de la tâche. Ils ne sont pas du tout à la hauteur. Ce n'est pas un problème de personne, ce sont les résultats que nous regardons. Pas de questions? Alors, camarade président, camarade secrétaire général, camarade membre de la direction du parti, chers amis des médias, merci d'être venus. Je sais que ces temps-ci vous êtes très sollicités. Et ça vous fait plaisir quand l'administration, quand l'actualité est suffisamment alimentée, ça vous fait beaucoup plaisir. Vous nous avez écouté. Notre parti est dirigé par quelqu'un qui a été déjà président de la République, qui connaît sa responsabilité vis-à-vis des Ivoiriens et de l'État, qui, au nom de la paix dans ce pays-là, a fait énormément de sacrifices qu'aucun homme et d'État n'a pu faire ici. Parce qu'il tient à la paix. Parce qu'il a une conviction, une conscience politique qui se dit que le débat politique ne peut pas se faire dans la violence. Il s'appelle son excellence le président Laurent Gbagbo. C'est lui notre candidat.
et son appel à des élections paisibles et inclusives a encore traduit sa volonté. Rappelez-vous en 2022 ce qu'il avait dit quand il allait s'inscrire. Nous sommes 3, Bédié, moi et Ouattara. Il faut que nous léguons à la Côte d'Ivoire un pays de paix. Il a appelé à Dieu de rappeler le président Bédié. Le président Bédié. Il reste les deux qui restent. Tous les yeux des Africains, l'Afrique sont rivés sur eux. Puis il a exprimé son souhait, sa vision des choses. On continue de croire que cette sagesse-là sera partagée par les deux qui restent, dont le président Ouattara. Il leur appartient d'œuvrer pour que ces élections-là se passent dans la paix et la tranquillité. Les prêtres ont parlé, les évêques, l'Église a parlé. L'Église catholique a parlé. Les consciences civiles s'y mettent. Chacun s'interroge. On peut mal rentrer dans l'histoire, mais on peut en sortir grand. Et c'est la sortie qui compte le plus dans ces circonstances. Nous avons le regard tourné vers le président Ouattara. La Côte d'Ivoire doit cesser de souffrir des élections. C'est sa responsabilité. Et nous, en ce qui nous concerne, je le répète et je finis par là, que personne ne se méprenne sur nos déterminations pour défendre la candidature du président Laurent Gbagbo. Que personne ne se méprenne là-dessus. C'est notre volonté, elle est inébranlable et nous mènerons ce combat jusqu'à son terme. Je vous remercie. Amis de la presse, merci. S'achève donc le 36e numéro de la Tribune PPLCI.